Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission Les Mystères de l'Infini. Ce soir, les ovnis. Mesdames et messieurs, les ovnis, objets volants non identifiés. Alors, aujourd'hui, avec M. Normand Pinard, nous allons en parler, explorer le sujet et surtout voir si elles existent vraiment. Alors, bonjour, M. Pinard, ça va bien? Bonjour, Pierre. Oui. Ça va très bien. Oui. Alors, les ovnis, M. Pinard, est-ce que c'est de l'ordre du fantasme ou c'est une réalité? Les deux. Oui? Expliquez-nous ça. C'est un fantasme réaliste. Premièrement, c'est quelque chose qui existe réellement. Et la raison pour laquelle je ne peux pas m'en cacher, c'est parce que jeune, j'ai déjà vu ce qu'on appelle des objets volants non identifiés, à ne pas confondre avec des extraterrestres. Ça peut être deux choses, hein, c'est n'est-ce deux pas? choses complètement différentes. Oui. Voir un phénomène lumineux dans le ciel qui ne semble pas correspondre à un satellite, à un météore, une étoile filante. Là, on est dans les années, fin des années 50. Il n'y a pas beaucoup de choses dans le ciel à ce moment-là, au niveau satellite. C'est pas le milliardième de ce qu'on a aujourd'hui. Évidemment, je suis capable déjà, enfant, de reconnaître les choses un peu étranges au niveau ovni parce que je m'intéresse à partir de l'âge de 10 ans à l'astronomie. Donc, ce qui m'a amené aux ovnis, ça a été des livres d'astrophysique. Alors, et comment est-ce qu'un livre d'astrophysique aboutit dans nos mains? C'est que j'avais un oncle qui m'avait donné un livre sur l'astrophysique. Et puis, ça a été un amour fou pour l'astrophysique. Et à partir de... Donc, très jeune, je vais être membre de la Société d'astronomie. À ce moment-là, c'est la Société royale d'astronomie de Montréal. Il y a des gens autour de moi qui sont fascinants. Je pense à Roland Noël de Tilly, de la Société royale d'astronomie de Montréal. Donc, aussi, pas tellement longtemps après, donc en 1966, je suis déjà à l'ouverture du planétarium de la ville de Montréal, à peu près à la même époque où le métro ouvre, tout ça. Donc, pour moi, l'astrophysique, la possibilité qu'il y ait de la vie sur d'autres planètes, c'est quelque chose qui va me chercher profondément. C'est quelque chose qui m'emballe. On la retrouve beaucoup dans la science-fiction. Hein? C'est l'époque aussi où on veut envoyer des hommes sur la Lune, mais on n'a pas encore d'hommes sur la Lune à cette époque-là. Mais on a toute une recherche pour lancer des fusées. Donc, c'est une époque, c'est l'époque de Kennedy. Donc, c'est l'époque aérospatiale, c'est l'époque de l'exploration, c'est l'époque des années 60, du début des années 60, où tout est possible. Alors, j'ai un ami qui fait de l'astronomie professionnelle. Il loue même à distance via Internet un télescope au Mexique, un immense télescope où il le loue pendant une heure et demie pour justement prendre ses propres photos et il publie ses photos sur son site web et aussi dans des revues spécialisées en astronomie. Jamais, pourtant, avec les télescopes, jamais il m'a dit avoir vu quelque chose qui pouvait ressembler à un ovni ou un objet non identifié. Et pourtant, ces télescopes sont très puissants. Alors, pourquoi est-ce qu'on n'en voit pas si facilement que ça? Parce que dans un télescope, vous avez un angle de vision d'à peu près 1 degré. Et plus votre télescope est puissant, plus la partie de l'espace que vous regardez est restreinte. Donc, on ne regarde pas des ovnis avec un télescope. On voit des ovnis à l'œil nu. Parce qu'on a une vision de 180 degrés d'un côté à l'autre. Alors que le télescope, plus il est puissant, plus vous voyez 1/1000e de degré. Donc, on ne peut pas voir d'ovnis avec un télescope, même avec des jumelles. On peut simplement rapprocher un peu le phénomène. Mais normalement, les ovnis, on va les voir à l'œil nu. On
on sort dehors, on regarde, puis on voit des phénomènes, des objets volants non identifiés qu'on ne peut pas arriver à expliquer. Est-ce que ça se peut qu'on regarde aussi un objet volant non identifié et même ne pas faire référence que ça puisse être un ovni parce qu'on n'est pas nécessairement inquiet de ce qu'il y a des choses qui bougent dans le ciel aujourd'hui. Il y a tellement de choses qui bougent dans le ciel. Alors, on ne s'énervera pas à chaque fois qu'on voit une petite lumière qui bouge, hein? Oui, mais si elle bouge d'une manière où elle se rapproche de vous, où ça fait une sorte de zigzag et que ça s'en va dans des mouvements qui ne sont pas normaux, qui sont un peu étranges, là, on peut commencer à se poser des questions. Alors, ceci dit, ça fait bien environ une cinquantaine d'années que je m'intéresse au phénomène. Et en 1980, j'ai réalisé CKMF, ça a été ma première émission de radio. Je voulais aller plus profondément. Donc, j'avais déjà commencé à étudier, lire, je pense, le plus extraordinaire auteur, qui était Jacques Vallée. Donc, je dirais que l'étape très importante, ça a été les années 70 parce qu'il y avait Jacques Vallée, Passeport pour Mégonia. Il y avait aussi de grands sceptiques, mais des sceptiques qui étaient d'une très grande intelligence. Je pense à Michel Monnery, « Et si les ovnis n'existaient pas », qui était le titre d'un de ses livres. Sauf que Michel Monnery explique à la fin de son livre, je ne crois pas au phénomène ovni, c'est quelque chose qui n'existe pas, mais cependant, il vit deux phénomènes qui relèvent de l'ordre du paranormal. Donc, un de ces premiers phénomènes-là, c'est qu'il est en voiture et il passe une clôture. Il a un accident, il frappe une clôture, mais la clôture se désintègre et se reconstitue avec le passage de la voiture. Autrement dit, imaginez une clôture là, qui revole en morceaux et qui, finalement, se réintègre, se décompose et se recompose. Et le deuxième événement qu'il a vécu aussi, puis ça, il mentionne ça à la fin de son livre, c'est sa ceinture de sécurité qui l'attache. Et sa ceinture de sécurité lui passe à travers le corps pour aller vers le siège. Comme si son corps s'était désintégré et sa ceinture de sécurité se retrouve bouclée dans le fond du siège. Donc, ça c'est extraordinaire. D'abord, premièrement, une approche extrêmement sceptique, donc astrophysique, sceptique. Et je me rappelle de deux autres individus qui m'ont beaucoup marqué. Un qui a été marqué beaucoup par Carl Gustav Jung dans son œuvre, c'est Bertrand Meyers, qui fait l'analogie entre le phénomène de la science-fiction et les soucoupes volantes. Donc, il a écrit un livre qui s'appelle « Science-fiction et soucoupes volantes ». Bertrand Meyers aime beaucoup faire des jeux d'association de choses contradictoires. Sauf ce qui est phénoménal dans le livre de Bertrand Meyers, qui est un sociologue et qui est philosophe, d'accord? Et il l'a eu un petit peu sur le tard, hein? Son doctorat à l'âge de 50 ans. Alors, ce qu'il y a de vraiment fascinant, c'est qu'il va étudier des cas qui ont été écrits dans des romans qui s'appellent « Amazing Stories » au cours des années 1920. Donc, il y a des petits croquis, des dessins d'ovnis, mais aussi de cas d'enlèvement par des extraterrestres qui relèvent de la science-fiction. Mais le problème, c'est qu'il y a des gens qui commencent à se faire enlever au cours des années 40 puis au cours des années 50. Et les croquis entre les romans de la science-fiction et ceux qui sont décrits dans la réalité sont totalement identiques. Alors ça, là, ça a confirmé chez moi une intuition. Il y a une relation entre la pensée, peut-être qu'il y a une relation entre la pensée humaine, la créativité humaine et le phénomène des ovnis. Est-ce que les ovnis ou ceux qui les habitent sont des entités? Avant d'arriver à ces hypothèses-là, je vais continuer un petit peu sur ma poursuite. Parce que d'abord, premièrement, il y a ces penseurs qui font des trucs absolument extraordinaires. Jacques Vallée, c'est le plus grand. Bertrand Meyers a une intuition géniale, inspirée de Carl Gustav Jung. Carl Gustav Jung, qui va écrire en 1961, je pense que c'est son dernier livre d'ailleurs, Un mythe moderne.
Donc, c'est vraiment des êtres qui sont fascinants. Je pense à la formidable intuition de Pierre Viraudy, les ovnis qui annoncent ce surhomme. Et finalement, cet individu extraordinaire que j'ai rencontré lorsque j'ai fait l'émission à CKMF en 1980, Jurko Bondarchuk, OVNI. Alors, c'est le recensement de tous les cas d'OVNI qui se sont passés au Canada au cours des années 50, 60 et 70. Donc, c'est vraiment, vraiment extraordinaire à étudier. Et quand je rencontre ces ufologues-là, donc à ce moment-là, il y a déjà UFO Québec, je rencontre un individu qui s'appelle Claude Macduff, et je rencontre également Don Dunderry. Don Dunderry est le doyen de l'Université McGill. Alors, je m'en vais rencontrer Don Dunderry à l'Université McGill avec son gros chien, parce qu'il habite à l'université. Et Don Dunderry, je lui avais posé plusieurs questions concernant mon propre scepticisme par rapport au phénomène ou certaines choses que j'avais vues ou que certains témoins m'avaient rapportées. Et Don Dunderry, ce que je ne savais pas du tout, c'est qu'il était membre du UFO Québec. Don Dunderry, doyen de l'Université McGill, était membre du UFO Québec. Et c'était le directeur également du département de psychologie. Alors là, on ne rigole plus, on joue dans le très sérieux. Et en 1980, je décide d'amener à CKMF, donc on est à l'époque de John Travolta, on est à l'époque disco, je décide d'amener des gens comme René Racine, qui est directeur du télescope de Hawaï. Des gens comme Claude Macduff, des gens comme Jurko Bondarchuk. Je suis très content d'avoir réussi à avoir Jurko Bondarchuk, qui, d'une manière très humble, donnait ses explications concernant le phénomène OVNI. Donc, d'abord, ce sont des gens qui ont étudié des choses d'une manière très sérieuse et qui ont bien écrit. Ensuite, aussi, d'avoir entendu parler de gens comme Michael Persinger. Michael Persinger, c'est celui qui donne cette impression qu'il y a des gens qui peuvent être à proximité de nous en plaçant sur notre tête un casque qui émet un champ électromagnétique et qui donne l'impression d'un dédoublement ou que quelqu'un vous observe. Alors, ça a été répété en laboratoire et effectivement, lorsqu'on a un champ électromagnétique, lorsque l'on porte ce casque, on a cette impression que quelque chose nous observe. Donc, pour les gens qui habitent peut-être à côté de lignes à haute tension, on s'est demandé s'il n'y avait pas un lien là, parce qu'il y avait beaucoup de soucoupes volantes qui étaient vues à travers les lignes à haute tension. Donc, c'est vraiment l'époque 1970, où vraiment il y a une prolifération absolument extraordinaire de gens extraordinairement brillants qui vont faire des choses. Mais il y en a aussi des merdiques qui vont se mettre à écrire sur les pyramides, qui sont Eric Van Däniken, pour ne pas le nommer. Alors, tout est des ovnis. Les pyramides d'Égypte, c'est un ovni. Et ça me fait penser au dernier Indiana Jones, finalement. Donc, une espèce de lien entre l'archéologie, des pyramides qui vont s'envoler ou qui contiennent le tombeau d'extraterrestres ou de crânes difformes, etc. Et on finit finalement par tout démystifier ces choses-là puis les comprendre aujourd'hui. Finalement, reste-t-il que maintenant, la plus belle période que nous traversons, donc l'an 2000 et 2010, c'est que toutes ces choses qui avaient été classifiées par le gouvernement américain, cachées, par la CIA, le FBI, depuis 1947, et même avant 1947, sont déclassifiées. Une partie est déclassifiée, et il y a maintenant des colonels d'armée, il y a maintenant des pilotes d'avion qui maintenant disent publiquement, voici nos rapports, et on en a vu. Et ça existe. Alors là, maintenant, c'est un véritable régal parce que l'armée américaine, maintenant, des colonels d'armée, maintenant déclassifient ou peuvent en parler à leur retraite sans se sentir menacés, on leur coupe leur retraite, d'en parler aisément. Donc, le phénomène OVNI est une réalité absolue. Mais qu'est-ce que c'est? J'aimerais bien le savoir d'une manière totale. J'ai vécu une expérience en 1992 en entrant tout simplement chez moi.
j'ai vu quelque chose que j'aurais peut-être pas dû voir, c'est 3 boules à peu près de la grosseur de la planète Jupiter, qui tiraient légèrement sur une teinte rosée. Mais ce qui m'a impressionné, ça a été la vitesse. Et moi, je savais, d'après les livres de Jacques Vallée, qu'on pouvait être en télépathie avec ces objets-là. Et j'ai demandé simplement qu'ils fassent des acrobaties. Alors, il y a un de ces appareils qui a devancé les 2 autres. Et c'est parti à une vitesse vertigineuse. Alors, je suis entré chez moi vraiment sidéré. Là, on peut dire que j'avais le souffle coupé. Oui. Oui. Parce que là, je me suis dit, où j'ai vu une sorte d'arme par les Américains, ou des avions qui ne font pas de bruit, on se pose des questions, mais j'ai dit jamais à cette vitesse-là. C'est-à-dire qu'on ne peut pas aller à cette vitesse-là, c'est impossible. Au début, pour vous dire que la perception change, parce qu'au début, donc en avril 92, je me suis dit probablement que c'est une expérience qui a dû durer à peu près 20 secondes. Puis aujourd'hui, à la vitesse que le phénomène s'est produit, et je suis allé voir l'angle où j'ai vu les objets passer, ça a duré pas plus que 5 à 6 secondes. Et je peux simplement dire, bon, maintenant, le phénomène est réel. Maintenant qu'on commence à en parler, et ça, on parle ici de rencontres de premier type. Les rencontres de premier type, dans la typologie de Joseph Alun Hynek, les rencontres de premier type, c'est simplement les ovnis qu'on voit dans le ciel. C'est une observation. Deuxième type, c'est l'atterrissage. Puis troisième type, c'est une créature qui en sort. Puis le quatrième type, c'est les gens qui se font kidnapper. Évidemment, quand on regarde des cas, je ne parlerai pas tellement du cas de Betty Barney Hill qui a été démystifié là, en 1961, qui est un couple finalement qui part de Montréal puis qui se ramasse dans le bout du Vermont. Et, bon. Mais je vais parler peut-être du cas de Travis Walton, qui en 1975 se fait kidnapper par un rayon. Ce sont en fait des gens qui travaillent dans la forêt. Ils sont 5-6. Ce sont des gens qui se connaissent depuis très longtemps. Et il y en a un qui est intéressé par une étrange lueur dans la forêt. Il s'approche d'un objet alors que tous ses amis lui disent ne t'approche pas de cet endroit-là. Puis ils se sont enfuis parce qu'ils ont eu peur. Toujours est-il que Travis Walton se fait kidnapper par ce rayon et on le retrouve 5 jours après. Complètement nu, en train de trembler. Et pendant ces 5 jours-là, la police a mis la main sur les 4 autres en disant « Vous l'avez tué ». Ils ont passé un détecteur de mensonges et un très mauvais quart d'heure avec la police. Et puis finalement, on a trouvé Travis Walton, complètement désemparé, qui a raconté son histoire. Et aujourd'hui, il n'y a aucun de ces individus qui pourrait changer quoi que ce soit dans leur manière de raconter l'histoire, c'est-à-dire que pour eux, c'est ça, même s'ils désirent ne plus en parler ou faire d'émissions de télévision concernant ça. C'est ce qu'il faut retenir, je pense, le plus du phénomène OVNI maintenant. Ce n'est pas ce qu'on voit dans le ciel, c'est les rencontres du 4e type. Que se passe-t-il à l'intérieur d'une rencontre du 4e type? Quel genre de phénomène est-ce? Il y a des cas très intéressants. Par exemple, un des derniers cas très intéressants à Montréal, ça a été l'OVNI de la place Bonaventure. Alors, nous sommes au mois de novembre 1990. Il y a un OVNI au-dessus de la place Bonaventure, au-dessus de la piscine. Et c'est très documenté en passant. C'est extrêmement documenté. C'est un des cas les plus sérieux là, au Canada. C'est très documenté. Qui est le plus près de nous, d'ailleurs. Qui est le plus près de nous. Alors, un OVNI qui reste stationnaire pendant au moins 1h30, puis qui ne bouge pas, là. Alors, tous les gens sont vraiment exaltés, ils se demandent qu'est-ce que c'est, etc. On fait fermer toutes les lumières parce qu'il y a des édifices qui sont en construction, puis finalement, on voit toujours cet appareil allumé au-dessus de la place Bonaventure. Et ça me fait penser à un autre cas aussi qui s'est produit en 1977, qui est le cas de Mme Malbeuf, un OVNI qui atterrit sur le toit d'une maison au coin de la rue Casgrain et Beaubien. Donc, on est, je pense, en janvier 1977. À vous de voir sur Internet la date exacte, mais je peux simplement dire que ces cas ont été extrêmement bien expliqués et que ce sont des cas réels et on ne peut pas, en aucun temps, réfuter ces cas-là. Donc, que ce soit l'OVNI de la place Bonaventure, évidemment, il s'agit d'une rencontre de 2e type. Il n'y a pas personne qui s'est fait kidnapper. C'est une observation, mais c'est une observation documentée, vue par des policiers.
On fait fermer toutes les lumières. On a envoyé les photographies étudiées en laboratoire. Et c'était un objet qui devait faire environ la grosseur de 2 stades de football, pour vous donner un petit peu l'exemple de la grosseur de l'objet en question, et qui s'est déplacé ensuite tranquillement le long de la rue Sherbrooke et qui est passé près du stade olympique. Est-ce qu'on doit avoir peur d'un ovni si on en voit un? C'est-à-dire, doit-on être craintif, doit-on être prudent? C'est la question que j'avais posée à Don Dondery en 1980. Puis Donc, je suis un peu en retard dans ma question. C'est toujours un sujet d'actualité, oui, M. Saunier. Oui. Alors, je dirais que oui. Je dirais que oui. Il faut rester méfiant. C'est pas un jeu. J'ai pas envie de me faire kidnapper. Non. Vous voulez pas le 4e type, vous voulez pas le rencontrer? Non. Ni le 5e. Non, OK, d'accord. Parce que le 5e, c'est plus... Non. C'est ça. De toute manière, écoutez, pour les gens à qui ça arrive, premièrement, généralement, ce sont des expériences extrêmement traumatisantes. Ça arrive à des gens qui ont une vie normale, ça ne les intéresse pas. Moi, même en parlant de ces cas-là, un petit peu à la télé, je me sens un peu mal à l'aise. Parce que je sais que c'est des cas qui sont réels, mais je me sens mal à l'aise par rapport à des enfants qui écoutent ça. Oui. Parce que j'ai peur qu'ils développent des peurs. Comprenez-vous? Ça me dérange. Parce que c'est des choses là, que je sais qui sont réelles. J'ai expérimenté le premier type, c'est assez. Et j'imagine que quelqu'un qui se fait kidnapper, il y a des gens qui se font kidnapper. Je pense au cas de Stephen Michalak, 1967, qui est un mécanicien qui s'occupe de bétonnières. Il s'en va dans un champ. Et puis Stephen Michalak voit un ovni qui est atterri. On est dans une rencontre de 3e type. Mais pas le 4e. Le 3e type, c'est témoin d'un objet au sol. Le cas de Stephen Michalak est dramatique. Alors, Stephen Michalak va voir un appareil extrêmement lumineux qui est déposé comme ça, au beau milieu d'un terrain. Finalement, il entre à l'intérieur de l'appareil pensant que c'est un objet qui a été fabriqué par des Américains. Et il entend de légers murmures à l'intérieur de l'objet, comme si des gens émanaient des sons. Ce qu'il voit, c'est simplement des lumières étranges. Alors finalement, le premier mot qu'il mentionne, est-ce que vous avez des problèmes Yankees? Parce qu'il pense que c'est des Américains. Do you have problem Yankees here? Alors finalement, il n'entend rien, il sort, la porte se ferme. L'OVNI tourne environ de 90 degrés sur elle-même, un peu plus que 90 degrés. Il y a un grillage. Et de ce grillage, il y a de la vapeur qui s'échappe. La chemise de Stephen Michalak prend feu et il a des brûlures sur sa poitrine qui vont le faire souffrir le reste de sa vie. Donc, c'est un cas extrêmement documenté et c'est un cas réel. Il y a beaucoup d'ufologues, il y a beaucoup de gens qui ont contre-expertisé et on est convaincus du cas de Stephen Michalak. Donc, ça peut être très agressif, le contact. Bien, c'est pas un contact dans le sens qu'il n'y a pas de créature dans ce cas-ci, mais c'est un contact avec l'appareil. Ouais. Alors, si vous me demandez d'être prudent, je sais que cette fenêtre en question, Stephen Michalak est brûlé pour le reste de sa vie, a des vertiges pour le reste de sa vie, des nausées. Et il y a très peu de moments de qualité de vie à partir de cette expérience-là. C'est un individu qui va souffrir toute sa vie. On voit parfaitement bien le grillage sur sa poitrine. À un moment donné, ça va disparaître. Puis par moment, 6 mois plus tard, ça va se mettre à réapparaître. Un petit peu comme une maladie de peau. Et donc, les médecins pensent que ce sont des radiations, tout ça. Donc, tout ça pour dire, il y a réellement un phénomène. Maintenant, moi, je me pose surtout la question ici, si le phénomène OVNI existe, bon, quand on l'étudie pendant une période d'une 50aine d'années, puis très sérieusement pendant une 40aine d'années, assez pour faire une émission de télévision dans le domaine. Là, il faut se poser une question. Est-ce que ça relève encore des phénomènes paranormaux? Et on vit une période qui est étrange aussi à un autre niveau. C'est qu'on vit une période, je ne sais pas, dans les journaux où presque à toutes les semaines, on découvre des exoplanètes. Et parmi ces exoplanètes dont je me rappelle il y a à peine une dizaine d'années ou il y a 20 ans, en 1980, Carl Sagan mentionnait qu'il y avait très peu de possibilités. Pas négatif, là, mais qu'il y avait quand même
un certain nombre de planètes possibles qui pouvaient avoir de la vie intelligente dans notre galaxie. Aujourd'hui, on dépasse les 100 000 facilement. Facilement. De planètes pouvant développer de la vie intelligente. Vous voulez dire des planètes connues? Des planètes qui... Connues par les astrologues? Non, qui ne sont pas connues, mais qui peuvent avoir mathématiquement oui. de la vie intelligente. Mais connues par la science, c'est ce que je veux dire, non? Connues mathématiquement. Mathématiquement? Seulement mathématiquement. Ils l'ont pas nécessairement seulement observé. Mathématiquement. D'accord. Donc, ça veut dire qu'on est passé d'une possibilité de 25, 30, 40 ou 50 civilisations à plusieurs centaines de milliers de civilisations dans notre galaxie. Alors, inutile de vous dire que dans l'univers, la possibilité maintenant de vie intelligente sur d'autres planètes, c'est pratiquement infini. Alors là, maintenant, jusqu'où est la parapsychologie? Où commence-t-elle? Où finit-elle? Il y a dans le phénomène ovni un degré d'absurdité qui est incroyable. C'est-à-dire que, premièrement, ce phénomène n'a jamais dit de choses intelligentes à l'homme. C'est-à-dire qu'on a, par exemple, des sons qui peuvent ressembler à gz, 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 gz. On ne va pas tellement loin avec ça. Il y a un ovni qu'on abat, l'armée russe abat un ovni il y a quelques années au-dessus du... Monsieur Pinard, croyez-le ou non, il nous reste à peine 1 minute et demie. Nous allons demander à TVRL de faire plutôt des émissions d'1 heure, parce que je pense qu'on a besoin de plus que 27 minutes pour élaborer nos sujets. Puis, alors, notre ovni va s'envoler dans une autre émission. Ça va être la suite la semaine prochaine. Exactement. Oui. Et si vous voulez des émissions plus longues, demandez-les au courriel suivant, mesdames et messieurs, à info@TVRL.ca. Et si vous voulez rencontrer M. Pinard dans des conférences soupers, vous parlez de métaphysique, n'est-ce pas, M. Pinard? Il est exalté, Normand Pinard, dans ses conférences, mais en consultation privée, il est plus calme. Alors, vous faites aussi de la consultation privée. Oui. Comment les gens peuvent vous contacter? Mon numéro de téléphone, le 514-254-5919, ou alors sur mon site web où il y a environ 18 pages. Alors, il n'y a aucune gêne à avoir pour vous appeler? Non. Non, puis mon site web, le normandpinard.com. Oui, aussi. Mon site web n'est pas gêné. Il n'y a pas de problème. Puis les gens peuvent voir aussi des conférences Ils vont voir des conférences, mais pas des ovnis. Des anciennes émissions aussi enregistrées qu'on avait fait il y a une quinzaine d'années, La Science de l'être notamment. La Science de l'être. Il y avait aussi une autre émission que vous aviez fait avec Au cœur des mystères. Au cœur des mystères. Voilà. Donc, ils peuvent se retrouver à travers cette émission-là aussi. Puis on évolue toujours parce que l'émission actuelle se veut une continuité, n'est-ce pas? Oui. Donc, avec cette émission, on ira toujours plus loin. C'est ce que je comprends, M. Pinard? On s'en va dans l'infini. Mais on ne pourra pas dépasser notre 27 minutes, d'après ce que j'ai compris. On s'en va dans l'infini, là où le centre est quelque part et la circonférence est inexistante. Sur ça, merci beaucoup, Normand. C'est moi qui vous remercie. Et à la prochaine.